le président Houphouët-Boigny, en 1974, a demandé au président français, donc Valéry Giscard d'Estaing, une protection rapprochée pour que jamais de coup d'État ne puisse intervenir. C'est la plus longue mission que le régiment a faite en Afrique pendant 18 ans. Pendant 18 ans, le président Houphouët-Boigny a eu une protection rapprochée effectuée par le personnel du régiment. Ouais. Voilà. Et ça, vous regardez jusqu'en 1993, date de sa mort, il ne s'est rien passé. Donc c'est une recette. Il y a eu, ça a bougé un petit peu dans la caserne dans les années 90, à cause du multipartisme, mais jamais personne n'est passé à l'acte. Vous voyez ? Donc voilà, alors combien ? 12, 14 personnes, ça suffit. Bonjour, je suis très heureux de retrouver les téléspectateurs de Télé-Sud. Je suis aujourd'hui en compagnie du colonel Bernier, le lieutenant-colonel Rémy Bernier, pour son ouvrage que j'ai ici, l'histoire du premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. On l'appelle plus communément le RPIMA. Bonjour mon colonel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télé-Sud. Vous avez écrit un livre qui est très intéressant, qui est très complet sur l'histoire de ce régiment dans lequel vous avez servi pendant de nombreuses années. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à faire ça? Est-ce que les autres régiments ont droit également à un livre? Et en plus un livre aussi fouillé. Je suis parti d'un constat lorsque j'étais encore en activité, et notamment mon dernier poste comme commandant en second, en 2012, je trouvais qu'il n'y avait pas de livre, qu'il n'avait jamais été édité sur le régiment. Donc j'ai voulu combler cette carence en faisant ce travail d'historien durant les 3 dernières années. Alors c'est le premier point. Et puis deuxième point, je voulais aussi mettre en valeur les hommes, tous ceux qui ont œuvré à construire ce régiment dans sa vocation spéciale depuis 50 ans. Oui, alors parlez-nous de cette vocation spéciale. Alors oui, le régiment a 64 ans cette année, va avoir 65 le 1er novembre en 2025, mais la vocation spéciale a commencé en septembre 1975. Auparavant, 2 ans avant, il y a eu un accord secret entre le chef d'état-major des armées, le général d'armée aérienne François Morin, et le comte Alexandre de Marange, qui était directeur des services secrets du SDEC. Et ils sont partis d'un constat eux aussi, où il manquait dans leur panoplie une unité spéciale pour pouvoir contrecarrer les tentatives de subversion soviétiques dans le précaré africain de la France. Donc Alexandre de Marange a dit, moi, il me faut une unité spéciale, est-ce que vous êtes capable de monter ça? Et François Morin également a dit, je vais désigner une unité, il a demandé au général commandant la 11e division parachutiste, le général Leborgne, de monter cette opération, cette unité, pour pouvoir avoir un outil, une sorte de couteau suisse spécial, un peu clandestin aussi, pour pouvoir mener des actions de subversion à partir d'un pays, pour mener une contre-guérilla, ce qui a été fait justement en Angola, par exemple, pour l'UNITA, à partir du Chaba, du Zaïre, ou tout simplement encadrer des gardes présidentielles. Et aujourd'hui, vous avez le droit de dire ces choses qui étaient secrètes auparavant ? Au bout de 50 ans, ça devient un peu ridicule de ne pas dévoiler la réalité. Même s'il y a encore des choses qui peuvent être secrètes, mais ce genre d'activités font, ça fait quand même une 50aine d'années, on peut quand même maintenant en parler, et c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon livre au grand public, de manière à ce que nos concitoyens aient aussi conscience de la valeur des unités qui font partie de l'armée française, et particulièrement dans la pointe de diamant, c'est un peu l'effort spécial, quoi.
Y a-t-il un autre régiment qui a ce caractère dans l'armée française? En fait, ou est-ce que chaque armée du monde a ce genre de les grandes armées ont des forces spéciales et depuis en tout cas une trentaine d'années, maintenant c'est un peu plus à la mode, c'est un peu plus efficace. Tout le monde veut sa force spéciale. Les Américains ont leur Delta Force et ont des armées des forces spéciales beaucoup plus conséquentes, mais en fait depuis les années 80. Hein. Le KSK allemand, il est de 1996, c'est pas longtemps. Enfin, nous, c'est 92. Alors un régiment, c'est combien de personnes? Un régiment, c'est un peu moins de 1000. Ce régiment-là, c'est un peu moins de 1000 personnes, mais avec un recrutement interarmes. C'est-à-dire qu'on a des sapeurs, du génie, on a des transmetteurs, on a des artilleurs, on a du gens du train, on a bien sûr essentiellement des cavaliers ou des armes de mêlée, donc, et l'infanterie bien sûr. Et donc c'est la grande richesse en fait de ce type de régiment, c'est de pouvoir ponctionner des spécialités et de les avoir au sein d'une même unité. Alors que dans la partie conventionnelle, on a juste l'infanterie ou la cavalerie, il n'y a pas de mixte. Et pour déplacer le régiment, vous avez aussi des avions, des bateaux ou quoi? Alors ça, c'est dans le cadre du commandement des opérations spéciales depuis 1992. Là, ça fait 33 ans qu'on a intégré ce commandement. C'est un employeur qui dépend directement du chef d'état-major des armées et qui emploie 4000 personnes, là, en interarmée, avec les commandos marines, les aviateurs, les pilotes d'hélicoptères et bien sûr les commandos marines, les nageurs de combat et 3 unités de l'armée de terre, le 13e régiment Dragon Parachutistes qui lui est spécialisé dans le renseignement stratégique humain. Le 1er PIMA qui lui est dans la partie combat aéroterrestre, contre-terrorisme et enfin le régiment d'hélicoptères des forces spéciales, 4e RHFS qui est à Pau. Alors comment déclenche-t-on l'intervention de ce régiment? Est-ce que c'est le président de la République? Comment ça marche? En général, c'est le chef des armées qui donne son accord ou qui donne la mission. Après, c'est le chef d'état-major des armées, le CEMA, qui lui met en œuvre. Donc là, il a l'outil, c'est le commandement des opérations spéciales, qui est à Ballard, à Paris, qui lui met en œuvre, en fonction de l'effet majeur à obtenir, met en œuvre 1, 2, 3 ou 4 unités selon l'effet à obtenir. Et c'est un régiment qui a un entraînement spécial par rapport aux autres Alors, il a un entraînement spécial, mais il a surtout une sélection spéciale. C'est-à-dire une sélection avant, il faut sélectionner les militaires pour pouvoir les aguerrir et leur donner une spécialité. Et c'est ce qui est fait donc, effectivement dans toutes ces unités, en particulièrement à Bayonne, au 1er PIMA, parce que ça fait 50 ans qu'on a ce savoir-faire de sélection et surtout, maintenant, c'est un outil qui est très rodé. Alors dites-nous peut-être quelques secrets concernant les différentes opérations dans lesquelles ce régiment est intervenu. Par exemple, j'imagine en Afrique. Écoutez, on va partir des premières missions qui a été donc au temps où pendant 6 ans, de 1975 à 1981, la première compagnie commando était représentée le bras armé du SDEC, donc les services secrets français. Donc cette unité a participé pour ne pas nommer, l'opération Caban, qui a été la destitution de Bokassa. L'empereur Bokassa. De quelle façon? Pardon? De quelle façon a-t-elle En fait, tout simplement, il y a un capitaine que je nomme dans mon livre qui dit « Je suis arrivé un jeudi en mobilette à la citadelle de Bayonne, je suis reparti le dimanche soir chez moi avec la mobilette, entre-temps on a fait un coup d'État à 6000 km. » Tout simplement. Alors, ça fait peut-être sourire, mais quelque part, c'est assez bien résumé, parce qu'en 3 jours, quasiment, on a obtenu, avec peut-être une centaine de personnes, on a remplacé un centrafricain par un autre centrafricain à la tête de ce pays. Pour différentes raisons. Le président Giscard d'Estaing avait certainement ses raisons pour pouvoir arrêter les folies de l'empereur Bokassa. Et on a profité d'une fenêtre d'opportunité il était parti voir Muammar Kadhafi en Libye. Pendant ce temps-là, la place était libre, on est arrivé, le régiment est arrivé, a pris en 45 minutes, en 3 avions posés sur la piste de nuit, tout éteint,
et à minuit moins le quart, tout était réglé. Juste avant la fin des émissions de Radio Bangui, on avait David Dacko qui était dans l'avion avec les commandos. On l'a mis au micro. Il dit voilà, maintenant je suis le nouveau président. Je remercie la France de m'avoir aidé à reprendre le pouvoir, parce qu'il reprenait en fait le pouvoir. Oui. Et dans ce cas-là, il n'y a pas eu de perte, d'engagement, de tir Pas aucun coup de... il y a 250 Centrafricains qui étaient stupéfaits de voir des gens comme ça surgir. Même les expatriés qui étaient dans l'aérogare de l'aéroport ont vu arriver des Français ou des Blancs qui étaient en treillis camouflés avec des armes un peu étrangères, qui ont dit ça va, bougez pas, ça va se passer, voilà ce qui se passe. Et les gens étaient surpris, mais ça s'est très bien passé. Ouais. Et le lendemain, tout était réglé. Et on a fait venir des forces conventionnelles qui étaient stationnées à N'Djamena et qui ont sécurisé pour préparer, pour asseoir un peu les débuts de David Dacko. Et alors, quelle est l'opération dans laquelle on a vraiment fait la guerre, où il y a eu des actions militaires percutantes, en fait, les différentes opérations, alors pas forcément en Afrique, parce que là, oui, voilà. Non, mais effectivement, on a quand même les actions de guerre ont eu lieu essentiellement en Afghanistan, où là, on a été en combat contre les talibans. C'est surtout à ce moment-là, dans les années 2003-2004, qu'on est. C'était en coopération avec d'autres. En fait, c'était avec les forces spéciales américaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le président Chirac, en 2003, oui, c'est ça, a dit à George Bush, moi, je ne vais pas en Irak. Avec Tony Blair, voilà, et on est au sommet d'Évian. Et donc, il a dit, moi, j'y vais pas. Je ne sens pas votre affaire. Mais il a dit, bon, je ne me désolidarise pas de la lutte contre le terrorisme, surtout 2 ans après l'affaire de New York. Donc, il a dit, je vous donne mes forces spéciales, sous vos commandements américains, en Afghanistan, pour vous montrer quand même que je suis solidaire. Je n'abandonne pas, parce que c'est quand même assez mal vu. Ils n'ont pas du tout apprécié que la France n'intervienne pas en Irak. Et alors là, quels ont été les... Là, en fait, c'est un combat de contre-guérilla, oui, c'est du fort au faible. Mais là, effectivement, c'était dans une zone difficile, très difficile, sur la frontière pakistanaise, à 3500 mètres, 4000 mètres d'altitude. C'est les montagnes, c'est le Tora Bora, c'est toute cette montagne, c'est énorme. Hein, là où c'était caché. Là, oui. Et là, la difficulté du combat, c'était de discriminer, de savoir qui est un paysan d'un taliban. Et souvent, c'est la même personne. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est très difficile, un combat difficile. Bon, ce qu'on a connu en Algérie 60 ans avant, mais c'est difficile de voir entre un Félaga et... Ouais. La discrimination est très délicate. Et effectivement, on a eu des pertes, on a eu des combats, Comment jugeriez-vous les talibans comme adversaires ? Pour nous, c'est des adversaires qu'il faut prendre extrêmement au sérieux, parce qu'ils sont extrêmement rustiques. Ils marchent à une vitesse phénoménale dans le désert, dans les rocailles, et ils ont juste une gourde et ils sont capables de faire des kilomètres comme ça. Sous la neige, c'est incroyable. Donc c'est des conditions extrêmement rustiques, déterminées. Et puis, il ne faut pas les sous-estimer. Nous, on ne les a pas sous-estimés. Hein. Il fallait faire preuve d'imagination et d'audace pour passer au travers de leurs tentatives. Ouais. Parce qu'ils étaient moins nombreux que nous, ils avaient moins de moyens. On avait les hélicoptères, on avait les avions, on avait les avions de chasse. Mais eux, ils nous attrapaient. Soit ils nous tendaient des pièges, ils nous attiraient par la population vers un tiens, là-bas, il y a un taliban qui est caché. Bon, si on se déplaçait... Il y avait une mine qui a été placée là pour nous amener ce genre de ruse. Donc il fallait faire vraiment attention. Et par exemple, dans ce cas-là, est-ce que vous avez pu connaître la population ou vous êtes on avait contact avec les populations, on recherchait la population. Ça, c'est un savoir-faire purement français, de prendre contact avec la... Oui, on fait ça évidemment en Afrique, mais aussi en Afghanistan. Le contact avec... on apprenait des mots de Pashtun pour pouvoir entamer les conversations. On a fait ça aussi en Bosnie, on a appris le serbe, on a appris le serbo-croate. C'est un savoir-faire qu'on utilise. Il faut savoir parler
quelques mots de dialogue, enfin les 300 mots, pour pouvoir entamer. Et moi, j'ai rencontré des chefs de village, justement, pour obtenir du renseignement. Vous savez, à l'époque, les talibans, nous, on allait là-bas pour éviter qu'ils viennent un jour chez nous. Mais malheureusement, au bout de 20 ans, on a compris. Hein, la menace actuelle, elle est quand même là. Et moi, je me souviens d'un chef de village en Afghanistan qui m'a dit « Mais qui êtes-vous, vous, les Occidentaux, pour venir dans nos villages pour nous dire s'il faut que nos filles aillent à l'école ou pas ?» Qui êtes-vous pour nous donner des leçons? Si on n'a pas envie que nos filles aillent à l'école, elles n'iront pas à l'école. Et donc, ça vous fait penser... Mais à l'époque, nous, on était là, mais laissez vos filles grandir, qu'elles apprennent. Mais ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. On est parti, on a quitté l'Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir, et on voit bien les résultats actuellement. Donc vous pensez que la situation actuelle, où les femmes en Afghanistan ne peuvent plus sortir de chez elles, ne peuvent plus aller à l'école, c'est une volonté de la population. Vous pensez que ça va perdurer? Ça peut vraiment perdurer? Pour l'instant, ça va perdurer parce que si personne... On a essayé d'arrêter ça. Pendant une vingtaine d'années, les Américains ont dépensé des milliards pour favoriser les écoles, les ONG, voilà. Mais ils n'ont pas envie. Moi, j'ai rencontré des talibans qui étaient milliardaires, mais ils vivaient, leur mère vivent dans les grottes avec une bougie, dans des conditions dans le désert. C'est complètement différent de notre vision occidentale. Il faut vraiment aller sur place, vivre avec eux, voir dans les villages comment ça se passe. Moi, j'ai vu des femmes afghanes complètement qui se shootent à l'opium, hein, pour parler avec un terme. Elles évacuent leurs problèmes quotidiens dans l'opium. Et l'opium, là-bas, on le trouve partout. Voilà, donc les femmes sont droguées. Quelle est l'intervention, alors, qui vous a le plus marqué, vous, personnellement, de votre régiment, je veux dire? En fait, il y a plusieurs types de... Mais nous avons le temps d'en parler. Oui, moi j'ai bien aimé la partie encadrement de garde présidentielle. Alors à l'époque on disait garde présidentielle avant le sommet de La Baule de 1990 avec François Mitterrand qui a dit maintenant c'est terminé, c'est multipartisme en Afrique, et donc effectivement on encadrait, on formait des unités spéciales qui assurait la protection des personnalités ou des présidents de la République. Ça, j'ai bien aimé cette époque-là. Je suis allé aux Comores, par exemple. Et alors, par exemple, je vous interromps une seconde, ces gardes, est-ce que vous les incitiez à prendre le pouvoir un jour, comme l'ont fait certains? Non. Ou est-ce que vous essayez de les convaincre? Non, mais je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire qu'on a remplacé Bob Denard, par exemple, en 89. Ouais. Bob Denard, assassinat du président comorien, Abdallah. Le président Mitterrand nous envoie là-bas et dit maintenant ça suffit, vous virez les mercenaires, ils montent dans l'avion, ils rentrent et vous prenez en main la garde présidentielle. Bon ben voilà, on prend la main et on les fait tirer, on les teste. On leur dit allez-y, faites voir quel est votre niveau. Mais il n'y avait pas un qui savait tirer. Ah. Donc la garde présidentielle en fait elle servait à rien. Éventuellement peut-être justement pour éviter qu'elle soit capable de faire un coup d'État. Vous voyez, c'est ce genre de problème, enfin de détails qu'on était surpris. Au Gabon, là récemment, c'est le chef de la garde présidentielle qui a pris le pouvoir. Bien sûr. Vous l'avez connu? Non, celui-là, non. Non, mais bon, voilà, c'est souvent... je l'ai vu en 1999, le 9 avril 1999, lorsque la garde présidentielle a abattu Maïna Saré Barré, le président nigérien, alors qu'il montait dans son hélico, il allait dans un autre village, et sur le tarmac, il a été assassiné par sa propre garde présidentielle. Pour quelle raison? Politique? Non, mais je pense que la veille, il y avait un désaccord entre le chef de la garde et le président. Et il a dû lui dire moi, il faudra me passer dessus si tu veux que ça change. Et le lendemain, c'était réglé, quoi. Ah oui. Et vous aviez connu cette garde-là, ces gardes de... Je connaissais, oui. Ouais. Je les connaissais. Mais moi, à l'époque, j'étais conseiller j'aidais au projet de monter une école d'officiers à 15 km de Niamey. Et parmi les instructeurs, j'avais des gens qui ont fait le coup d'État. Et
le Premier ministre Jospin, à l'époque, a suspendu immédiatement la coopération, donc j'ai dû rentrer. Mais même l'instructeur qui, lui, avait participé au coup d'État, il était à l'aéroport, il me dit mais pourquoi vous partez? C'est pas votre problème, les Français, c'est pas contre vous du tout, restez avec nous, au contraire. Voilà, vous pouvez comprendre qu'il y a des problèmes africains entre eux. Et nous, ben voilà, on vient apporter notre expertise pour qu'ils puissent obtenir de nouveaux savoir-faire, les améliorer leurs conditions. Mais entre eux, ils disent c'est pas votre problème. C'est un peu comme le chef de village afghan qui leur dit mais c'est pas votre problème l'éducation de nos enfants. Oui, c'est ça un peu le problème qu'on rencontre, mais qui est tout à fait intéressant parce que si on ne va pas au contact de ces populations ou de ces ethnies, on ne peut pas comprendre. Oui. Justement, globalement, Télésud, c'est une chaîne qui est très regardée en Afrique. Est-ce que vous avez vu une évolution des mentalités par rapport à l'ordre établi en Afrique? C'est-à-dire, est-ce que les risques de coup d'État vont finalement petit à petit diminuer ou ça peut perdurer? L'exemple montre que non. Oui. Parce que malheureusement, vous voyez bien, entre 2020 et 2023, on a quand même eu trois coups d'État, voire 4 avec le Gabon, pour des raisons diverses. En fait, chaque pays a sa propre raison. Certains sont téléguidés par des agents étrangers russes, pour ne pas nommer, mais pour déstabiliser, comme on a fait nous aussi en son temps, quand on a soutenu l'UNITA, par exemple. Comment ça Jonas Savimbi. Oui. Racontez-nous, c'est votre... Non, mais par exemple, c'est typiquement ce qu'a fait le premier PIMA donc, dans les années 77. On a soutenu l'UNITA à partir du Shaba, donc la province du Katanga de Kolwezi. Ouais. Et on a formé justement des soldats pour pouvoir qu'ils puissent, eux, repartir en Angola pour prendre le pouvoir. Jonas Savimbi, c'est exactement ça. Ça portait sur combien de personnes ? Mais là, non, on était même pas une trentaine, si vous voulez. Mais c'est pour montrer qu'avec 30 personnes, on est capable d'influer sur et c'est ça l'avantage des forces spéciales. C'est-à-dire qu'avec un petit effectif, on arrive à avoir un effet majeur qui est obtenu qui est beaucoup plus important. Et je pense que les politiciens ont bien compris ça. Depuis 30 ans, ils ont bien compris qu'avec 200 personnes, ou même 1000 personnes, on est capable de déployer, d'avoir un effet qui est très intéressant sur le terrain, quoi. Et un président africain ou un pays d'un autre pays, combien d'hommes de votre régiment lui faut-il autour de lui pour éviter le coup d'État ? Bah écoutez, je vais vous poser la question. Enfin, si vous regardez dans le livre, je parle de l'opération Déclic. En tout début, c'est la première opération que le régiment a faite. C'est devenu une mission, en fait. Le président Houphouët-Boigny, en 1974, a demandé au président français, donc Valéry Giscard d'Estaing, une protection rapprochée pour que jamais de coup d'État ne puisse intervenir. C'est la plus longue mission que le régiment a faite en Afrique. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, le président Houphouët-Boigny a eu une protection rapprochée effectuée par le personnel du régiment. Ouais. Voilà. Et ça, vous regardez jusqu'en 1993, date de sa mort, il ne s'est rien passé. Donc c'est une recette. Ça a bougé un petit peu dans la caserne dans les années 90, à cause du multipartisme, mais jamais personne n'est passé à l'acte. Vous voyez ? Donc voilà, alors combien ? 12, 14 personnes, ça suffit. Certes, sur 18 ans. Alors, ça tient quand même à la condition particulière, au statut particulier du président Houphouët-Boigny, qui était un ancien ministre de la 4e République, il ne faut pas le nommer. Oui. Donc c'est vrai qu'il bénéficiait d'un statut à part, et que le président Mitterrand n'a jamais remis en cause cette protection. Donc Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont accordé pendant plusieurs décennies, au moins 2 décennies, cette protection, mais complètement secrète à l'époque, complètement secrète.
Et aujourd'hui, pour parler des choses qui ne sont pas secrètes, quelle est la place de ce régiment dans l'armée française? Est-ce qu'il conserve exactement les mêmes attributions que lorsque vous y étiez? Ou est-il par exemple déjà engagé dans d'autres pays? En fait, le régiment est tout le temps engagé en permanence depuis 50 ans. Et il a participé à tous les conflits, quasiment tous, où la France est engagée. C'est-à-dire que l'Afghanistan, le Tchad, voilà. Donc nous... Est-ce qu'il joue un rôle en Ukraine? Alors le problème de l'Ukraine, c'est que c'est plutôt dans la périphérie, si vous voulez. C'est là où la partie conseil est importante. C'est plutôt dans les pays limitrophes, si vous voulez, où on apporte notre expertise. Effectivement, auprès des pays baltes, auprès de certains pays qui demandent, demandent de l'aide. Donc là, oui, on joue notre rôle de conseiller. Et ça, c'est vraiment une mission, parce qu'on voit tout de suite Force Spéciale, à travers des films, on voit les gens faire de l'action, des contre-terrorismes. Mais en fait, le rôle de conseiller est bien plus important en fait, que ça. Ça représente presque 60%, 70% de notre travail. J'ai juste une dernière question. Que pensez-vous de l'arrivée massive en grande quantité de drones sur les terrains d'opération? Mais ça change complètement la manière de faire la guerre. Ça, depuis 10 ans, effectivement, un petit peu tardivement peut-être pour la France, mais on l'a compris et on est en train de combler ce retard en mettant les moyens, bien sûr. Et c'est vrai que, vous voyez, l'armée de l'air ou la marine nationale avec le porte-avions, est-ce qu'un porte-avions mérite encore une existence alors, il faudrait une énorme plateforme avec 1000 drones dessus pour pouvoir lancer des attaques. C'est la guerre de demain, c'est la guerre déjà d'aujourd'hui en Ukraine, et chaque conflit permet, malheureusement, avec toutes les pertes qu'il y a autour, permet quand même des avancées technologiques phénoménales. La Deuxième Guerre mondiale l'a montré. La Première Guerre mondiale, on a fait le premier saut en parachute en 1915. Bon, voilà. C'est comme ça que on progresse malheureusement aussi techniquement. Merci beaucoup, mon colonel. Je rappelle le titre de votre livre, c'est l'histoire du premier RPIMA, le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui paraît aux éditions Mareuil. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.